Imaginez que demain matin, vous vous réveillez et commencez votre routine avec une normalité absolue. Vous prenez votre voiture, vous vous arrêtez à la station-service ou au supermarché. Au moment de payer, vous approchez votre carte bancaire du terminal et elle est refusée. Vous sortez votre téléphone pour vérifier votre application bancaire. L'écran charge dans le vide, puis affiche un message d'erreur réseau. Vous vous dirigez vers un distributeur automatique de billets dans la rue, mais son écran est noir. En quelques minutes, vous réalisez que les gens autour de vous murmurent et regardent leur téléphone avec la même incompréhension. Vous n'avez pas été piraté. Votre banque n'a pas fait faillite. La monnaie européenne ne s'est pas effondrée pendant la nuit. Ce qui vient de se produire, c'est que, à 4000 mètres de profondeur, dans le silence glacial et absolu de l'océan Atlantique, un câble de la taille d'un tuyau d'arrosage vient d'être silencieusement sectionné. En une fraction de seconde, le système nerveux financier de l'Europe a été paralysé. C'est le scénario exact que les experts de l'OTAN et les banques centrales redoutent le plus aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Avant de plonger ensemble dans les abysses de cette guerre invisible qui menace nos économies, je vous invite à vous abonner à cette diffusion et à aimer cette vidéo. C'est le seul moyen de soutenir ce travail indépendant et de vous assurer de ne manquer aucune de nos prochaines analyses stratégiques. Ici, nous regardons le monde tel qu'il est, sans le filtre rassurant des médias traditionnels. Rejoignez-nous, reprenons. Nous vivons tous dans une illusion poétique, mais extrêmement dangereuse. On nous parle constamment du cloud, du nuage numérique. Ce mot magnifique nous fait croire que nos données, notre argent, nos communications flottent quelque part dans le ciel, de manière immatérielle et intouchable. C'est un mensonge. Le cloud n'existe pas dans le ciel. Le cloud est sous l'eau. 99% du trafic Internet mondial et la quasi-totalité des communications intercontinentales transitent par un réseau physique composé d'environ 500 câbles sous-marins qui tapissent le fond de nos océans. Ce sont les véritables veines du monde moderne. Chaque jour, ces câbles à fibre optique transportent l'équivalent de 10 000 milliards de dollars en transactions financières. Le système SWIFT, qui permet aux banques du monde entier de se transférer de l'argent de manière sécurisée, repose entièrement sur cette infrastructure submergée. Lorsque vous achetez une action en bourse, lorsque votre entreprise paie un fournisseur à l'étranger, lorsque l'État verse des retraites, ces informations ne voyagent pas par satellite. Elles traversent le fond de l'Atlantique ou de la mer Rouge à la vitesse de la lumière, dans des câbles de l'épaisseur d'un poignet humain posés sur le sable, totalement sans défense. Et c'est précisément cette vulnérabilité physique qui a attiré l'attention des puissances rivales de l'Occident. Pour comprendre l'ampleur de la menace, il faut d'abord comprendre comment la guerre a changé de nature. Nous ne sommes plus à l'époque des grands affrontements de cuirassés ou des déclarations de guerre formelles. Aujourd'hui, les véritables conflits se déroulent dans ce que les stratèges appellent la zone grise. C'est un espace trouble situé entre la paix et la guerre ouverte, où l'on peut détruire l'ennemi sans jamais tirer une balle, et surtout, sans revendiquer l'attaque. L'océan est la zone grise ultime. À des milliers de mètres de profondeur, il n'y a pas de caméra de sécurité, pas de garde-frontière, pas de témoins. Depuis une décennie, les services de renseignement occidentaux observent avec une inquiétude grandissante les mouvements d'une flotte très particulière. La Russie, par exemple, possède une direction secrète connue sous le nom de GUJI, la direction principale de la recherche en haute mer. Officiellement, il déploie des navires océanographiques pour étudier les fonds marins. Officieusement, ces navires, comme le tristement célèbre Yantar, sont équipés de mini-sous-marins et de drones capables d'opérer à des profondeurs extrêmes. Pendant des années, ces navires ont été repérés en train de naviguer à une vitesse étrangement lente, en zigzag, exactement au-dessus des trajectoires des câbles sous-marins les plus vitaux qui relient l'Europe aux États-Unis et à l'Asie. Ils ne naviguent pas au hasard, ils cartographient le réseau. Ils identifient les points de convergence, les failles terrestres, les endroits précis où une simple charge explosive ou l'utilisation d'une pince robotique pourrait déclencher un effondrement en chaîne. Mais pourquoi faire cela? Quel est l'intérêt stratégique de couper des câbles? La réponse réside dans le concept d'asymétrie. Face à une alliance militaire robuste comme l'OTAN sur le terrain européen,
Une confrontation directe serait suicidaire pour n'importe quel adversaire. Mais l'économie occidentale, hyper connectée et dépendante du numérique, est notre talon d'Achille. Couper un câble ne tue personne instantanément, ce qui évite le déclenchement immédiat d'une riposte nucléaire ou de l'article 5 de l'OTAN. Cependant, l'impact économique est d'une violence inouïe. Imaginez ce scénario de crise, non pas comme une fiction, mais comme une simulation très sérieuse, étudiée dans les salles de crise de Bruxelles et de Francfort. Si un acteur étatique, ou même un groupe paramilitaire agissant sous couverture, venait à sectionner de manière coordonnée 3 ou 4 câbles majeurs dans l'Atlantique Nord et en mer Méditerranée, l'Europe entrerait dans un chaos immédiat. Dans les premières heures, les marchés financiers européens seraient frappés de cécité. La bourse de Paris, Francfort et Londres perdraient leur synchronisation haute fréquence avec Wall Street. Les algorithmes de trading, incapables de confirmer les prix, gèleraient les transactions ou déclencheraient des ventes massives par sécurité, effaçant des centaines de milliards d'euros de valeur en quelques minutes. Ensuite, la paralysie toucherait l'économie réelle, la vôtre. Les banques ne pourraient de plus compenser les paiements interbancaires. Vous ne pourriez plus payer par carte. Les terminaux de paiement dans les supermarchés afficheraient des erreurs réseau. La panique s'installerait rapidement. Une économie moderne fonctionne sur le principe du juste à temps. Les supermarchés n'ont que 3 jours de stock de nourriture. Les chaînes d'approvisionnement logistique, des camions frigorifiques aux cargos dans les ports, dépendent intégralement du suivi par Internet et des paiements instantanés. Si le réseau tombe, les camions ne roulent plus, les rayons se vident et l'approvisionnement en carburant s'arrête. Ce n'est pas une simple panne d'Internet où vous ne pouvez plus regarder une vidéo. C'est l'arrêt cardiaque de notre civilisation logistique. Et le plus terrifiant dans ce scénario, c'est la difficulté de la réparation. Réparer un câble sous-marin n'est pas comme changer un pneu. Il faut déployer des navires câbliers hautement spécialisés, dont il n'existe qu'une poignée dans le monde. Ces navires doivent naviguer jusqu'à la zone de rupture dans un océan potentiellement hostile, remonter le câble depuis les abysses avec des grappins et épicer les fibres optiques une par une, avec une précision chirurgicale, sur le pont d'un navire ballotté par les vagues. Cela peut prendre des jours, des semaines, voire des mois si l'attaque a eu lieu dans des zones profondes et contestées. Pendant ce temps, chaque jour d'interruption coûte des milliards à l'économie continentale et fracture la confiance des populations dans leurs institutions. L'arme invisible n'a pas détruit de bâtiments, mais elle a réussi à instiller le chaos total, à briser la résilience économique d'un pays et à forcer potentiellement ses dirigeants politiques à capituler sur des dossiers géopolitiques vitaux, comme le retrait de sanctions ou la cession d'influences régionales, simplement pour que la lumière revienne et que l'argent circule à nouveau. Face à cette vulnérabilité vertigineuse, faut-il céder à la panique? Absolument pas. Le stoïcisme nous enseigne qu'il est inutile de s'inquiéter de ce que l'on ne peut contrôler, mais qu'il est impératif de comprendre la nature de notre environnement pour ne pas être surpris. La bonne nouvelle, si l'on peut dire, c'est que l'Europe et l'Occident sortent de leur torpeur. Le déni n'est plus une option. Consciente que nos fonds marins sont devenus le nouveau champ de bataille, l'OTAN vient tout juste de créer un nouveau commandement centralisé dédié exclusivement à la protection de l'infrastructure sous-marine. Les marines françaises, britanniques et américaines repensent entièrement leur doctrine navale. Nous voyons l'émergence d'une nouvelle course aux armements, non plus pour contrôler la surface de l'eau, mais pour dominer les grands fonds. Des drones sous-marins autonomes, capables de patrouiller le long des câbles pendant des mois, sont en cours de développement. Des systèmes d'écoute sismique sont déployés pour détecter l'approche de tout submersible suspect près de nos lignes de vie numériques. Plus important encore, sur le plan économique, cette menace nous force à repenser l'architecture de notre monde globalisé. Nous comprenons aujourd'hui que l'efficacité ne doit pas remplacer la résilience. Les gouvernements et les géants technologiques investissent massivement dans la redondance. Poser plus de câbles, emprunter des routes inattendues, comme le passage par l'Arctique, et développer des réseaux terrestres, secondaires ou satellitaires. L'objectif n'est pas d'empêcher toute attaque, car protéger chaque mètre carré d'océan est une impossibilité mathématique. L'objectif est de s'assurer qu'aucun acteur étatique ne puisse couper suffisamment de lignes simultanément pour provoquer un effondrement fatal.
Nous devons construire un système financier et logistique capable d'encaisser le choc, de dévier les flux de données et de continuer à fonctionner, même blessé. Nous vivons une époque de transition profonde. L'ère de l'insouciance technologique est définitivement révolue. Nous réalisons que la puissance d'une nation ne se mesure plus seulement à son armée, mais à la résilience de ses infrastructures critiques. En tant que citoyens, cette réalité doit nous inciter à la prudence, sans tomber dans la paranoïa. Conserver un peu d'argent liquide, avoir des réserves minimales chez soi, ce n'est pas être complotiste, c'est comprendre la fragilité mathématique d'une économie qui repose sur des fils de verre tapissant le fond des mers. C'est un acte de lucidité. Je continuerai à surveiller pour vous les mouvements dans cette zone grise géopolitique, à analyser les dynamiques de pouvoir qui s'exercent loin des caméras, dans le silence des abysses. Restez informés, cultivez votre résilience personnelle et gardez les yeux ouverts sur les véritables enjeux de notre siècle. La guerre invisible est déjà là, et la première étape pour y survivre, c'est de savoir qu'elle existe. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour notre prochaine analyse.